Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 11 février. Le président de la région, Harry Chalus, rencontre aujourd'hui la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Colette Coury. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, le financement des salons professionnels, l'élection du président du Grand Port maritime de Guadeloupe, mais aussi l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude. On va d'ailleurs rejoindre Muriel Barlagne qui suit cette rencontre pour Alizé. Bonjour Muriel Barlagne, où en est-on de cette visite? Muriel Barlagne que l'on essaiera d'avoir au cours de ce journal et qui suit donc cette rencontre entre Harry Chalus et Colette Coury. La grogne au gosier des loueurs de gîtes, ils viennent de lancer une pétition pour obtenir de la municipalité le retour d'une taxation au réel plutôt qu'une taxe de séjour au forfait. Anne-Elisabeth Artsen a justement rencontré Vincent Tokyo, il est propriétaire de Guadeloupe Gîtes. Il est signataire de cette pétition, on l'écoute. Il y a deux choses, il y a le forfait qui est devenu imposé alors qu'avant on était au réel. Et il y a aussi l'augmentation de cette taxe de séjour qui a été multipliée par grosso modo 4. Elle est passée de 20 centimes à 75 centimes par personne et par nuit. Et en plus, maintenant, un forfait est imposé alors qu'avant nous étions réels. Donc avant nous déclarions le nombre de personnes adultes, parce que les enfants ne sont pas assujettis, non fonctionnaires en train de travailler, parce qu'eux ne sont pas assujettis, et qui venaient dans nos gîtes, et on payait en fonction du prix par nuit qui passait chez nous. Aujourd'hui, un forfait est imposé, il part sur la base de 4 personnes par gîte, ce qui est très très rarement le cas, ou s'il y a 4 personnes, c'est souvent avec des enfants, mais enfin, c'est une chose. Imposé à 60%, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on est rempli à 60%, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Donc, grosso modo, personnellement, j'ai fait mon calcul sur les derniers mois de l'année où cette nouvelle taxe est applicable, ça multiplie par 12 ce que j'aurais payé précédemment. Ce sont les deux paramètres, le forfait et l'augmentation, qui se cumulent. J'ai donc signé la pétition qui s'est instaurée, je ne sais pas grâce à qui ni quoi que ce soit, parce qu'elle correspond à un problème qui se pose. Parce que du jour au lendemain, payer 12 fois plus cher, sans motivation, à mon sens. Et l'on va retrouver Muriel Barlagne qui se trouve à Saint-Claude où le président de région Harry Chalus rencontre Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe. Bonjour Muriel Barlagne. Aurélie, bonjour. Que va devenir l'hôtel Saint-Georges? C'est l'un des points abordés lors de cette rencontre entre Harry Chalus, le président de région, et Colette Coury, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Donc je sais pas si... Cet hôtel construit en 1993 offrait à la fois des chambres aux touristes d'affaires, 40 chambres dont 2 suites, et des formations basiques en hôtellerie. Depuis 3 ans, son activité est fortement ralentie à cause de problèmes de dotation. Apparemment, en tout cas, c'est ce que disent les employés. Il n'y a plus de formation sur place. Les 11 salariés, dont une majorité n'est pas syndiquée, s'inquiètent pour l'avenir de l'établissement et attendent beaucoup de cette rencontre entre les deux élus. Ce n'est pas le moment d'être au chômage, dit-on dans les couloirs. Les employés de cet hôtel approchent la cinquantaine, Aurélie. Merci Muriel Barlagne pour toutes ces précisions. Clap de fin pour le carnaval 2016 de Guadeloupe. Hier, mercredi décembre, en milieu de soirée, Vaval, le roi du carnaval, a été incinéré comme le veut la tradition. Anne-Elisabeth Artsen était à ses côtés hier en fin d'après-midi alors qu'il vivait ses tout derniers instants de vie. Les carnavaliers guadeloupéens ont le regret de vous faire part du décès de Sa Majesté Vaval, survenu dans la journée. Ces obsèques seront célébrées ce mercredi décembre à la Darse à partir de 21h où il sera incinéré. Cet avis est diffusé de la part de tous les groupes de carnaval à Timas, à Caisse-Claire ou à Pau et du GCCRP. Ils passeront faire un dernier petit son pour Vaval et ils seront les bienvenus. La place n'est pas super grande, mais on va essayer de confiner ça pour que tout le monde puisse le voir correctement et que Sa Majesté parte sans problème. En raison de son âge avancé et de son statut, Sa Majesté sera incinérée. On va percer le bas, faire un trou, mettre du tissu, bien imbiber le tissu avec du pétrole. Okay? Et une fois qu'on le brûle, pour que la flamme puisse bien monter en même temps et consumer le Vaval. Il va brûler peut-être en 10 minutes. Cette année, Sa Majesté a symbolisé l'eau durant les jours gras. Le phénomène crucial qui existe chez nous depuis pas mal d'années et qui fait couler beaucoup
d'eau. Donc, beaucoup d'encre. Donc, je suppose qu'on a fait quelque chose qui ressemble à l'actualité d'aujourd'hui pour dire que l'eau, c'est la vie. Hein. Sans eau, rien n'est possible. Et je crois que chaque année aussi, notre Vaval, il parle d'un phénomène ou politique ou au goût du jour. La cérémonie et les condoléances adressées à la famille carnavalesque se dérouleront jusqu'au bout de la nuit afin de rendre un dernier hommage à Sa Majesté et de refermer ainsi cette édition 2016 du carnaval. Et Vaval donc n'est plus des obsèques qui ont mis un terme à 5 semaines de festivités carnavalesques. Les défilés se sont multipliés aux 4 coins de notre département. Alors ce carnaval 2016 en Guadeloupe est-il un bon cru? C'est ce que vous ont demandé Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen. En amélioration, toujours de plus en plus beau. Et on se dirait à Rio, quoi. On se croirait à Rio. Quelquefois. Ah, c'est bien, c'est bon. Il y a des belles groupes. Les costumes, c'est beau. Quand même plus agréable qu'ailleurs. On était au premier plan avec beaucoup de lumière, donc c'était très lumineux, très agréable, très joli. Un bon cru. J'étais hier à Basse-Terre et à Basse-Terre, c'était déjà du lourd. Oui. J'ai aimé danser, la musique, rigoler, manger. Voilà, et tout. En fait, j'aime beaucoup le carnaval. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai défilé aussi, donc c'est magnifique. Et donc cette année, c'était une bonne édition? Oui, j'avoue. À Basse-Terre, on a déchiré, donc on va gagner aussi à Pointe-à-Pitre. Et c'est pas trop fatigant alors cette semaine? C'est le rodage, donc dès qu'on est rodé, donc ça va. Et le soir, vous faites un peu la fête? Ah ben oui. Jusque très tard? On n'est jamais à jeun, hein, je signale. Bon, je vois qu'il y a un laisser-aller aussi, mais bon, comparé à certaines îles alentours, c'est toujours aussi beau le carnaval en Guadeloupe. Il y a une grande évolution et franchement, c'est un plaisir pour les touristes et les Guadeloupéens. Et prochain rendez-vous pour les carnavaliers, ce sera le 3 mars en rouge et noir pour la mi-carême. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Au Brésil, les Jeux Olympiques sont toujours sous la menace du Zika. Il sera également question d'un nouvel hôtel 5 étoiles aux Bahamas. Voici la Minute Caraïbe. Il y a quelques jours, l'OMS déclarait que l'épidémie de Zika était une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est au tour du comité olympique américain de tirer la sonnette d'alarme. Il préconise aux athlètes, aux entraîneurs et au staff technique de ne pas se rendre à Rio s'ils se sentent en danger. L'absence d'athlètes américains serait un sérieux coup dur pour les Jeux Olympiques alors que les États-Unis avaient remporté le plus grand nombre de médailles au JO 2012 à Londres. L'infectiologue brésilien Edmilson Migorski, à la tête de l'Institut de pédiatrie de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, s'était déjà montré alarmant fin janvier dernier. Selon lui, les JO et leurs nombreux visiteurs pourraient contribuer à disséminer le virus dans le monde entier. Le gouvernement des Bahamas vient de signer un protocole d'accord pour la construction d'un hôtel de luxe de montant de 200 millions de dollars dans les Exumas. Les îles Exumas sont un archipel des Bahamas qui se compose de plus de 360 îles ou îlots dont un certain nombre sont privés. Le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, se félicite de ce protocole et informe que ce projet va ajouter au développement économique et social des Exumas et sera certainement un autre point lumineux dans l'archipel des Bahamas. Parmi les autres points positifs, il y a l'affiliation de la structure à une marque hôtelière haut de gamme détenue par une famille européenne de premier plan, ainsi que la diversification de l'industrie du tourisme avec une offre 5 étoiles pour les visiteurs fortunés. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité. Ces îles abritent en effet un parc national terrestre et maritime, le Exuma National Land and Sea Park, fondé en 1958. Il est le premier parc national des Bahamas, plus connu sous le nom d'aquarium pour la clarté exceptionnelle de ses eaux et les couleurs éclatantes des fonds marins qui regorgent d'algues géantes, d'éponges, de coraux, de poissons bagnards, de mérous rayés, de vivano à queue jaune, pour ne citer que les plus connus. Plusieurs associations de défense du littoral et des fonds marins s'élèvent contre la réalisation de l'infrastructure hôtelière qui, selon elles, mettra en péril la richesse naturelle de l'archipel. Le représentant permanent de Sainte-Lucie auprès de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, le Dr Walid Djoufali, a échoué dans sa tentative d'utiliser son immunité diplomatique
pour éviter un procès intenté par son ex-femme devant les tribunaux britanniques. Le jugement ouvre désormais la voie à l'ancienne épouse du diplomate qui souhaite acquérir une partie de sa fortune. Les deux époux sont officiellement divorcés depuis décembre 2014. Le docteur Djoufali, un milliardaire et philanthrope, a été nommé représentant de l'OMI à Sainte-Lucie en avril de la même année. Les avocats de Madame ont fait remarquer au cours de l'audience que cette nomination n'a été organisée que pour empêcher son ex-femme de disposer de la partie de la fortune de son mari qui lui reviendrait. Les conseils remettent en question la nomination du docteur Djoufali et son manque de qualification pour exercer ce poste. Contrarié par cette affaire privée, le Premier ministre de Sainte-Lucie a lui-même intervenu dans le dossier pour prendre la défense de son ambassadeur en précisant que toutes les mesures nécessaires et raisonnables ont été prises et que le docteur Djoufali convenait parfaitement à exercer ses fonctions diplomatiques. Retour en Guadeloupe, on a appris le décès de César Dursin, l'ancien percussionniste guadeloupéen du groupe Cassav est décédé ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre. En 2010, il avait été victime d'un AVC et ne se déplaçait plus qu'en chaise roulante. Après son départ de Cassav, César Dursin avait sorti l'album Outsider, c'était en 1991, qui fut d'ailleurs son premier opus avec l'apparition de Patrick Benoît au chant dans le titre Villa. On va complètement changer de sujet puisqu'on va maintenant parler de positive attitude et si vous transformiez votre vie en 100 jours, eh bien c'est le défi que vous lance Lilou Massé. Elle animera ce soir une conférence atelier au WTC de Jarry sur ce thème et pour nous en parler en détail, eh bien elle est ce midi sur notre plateau. Bonjour Lilou Massé. Bonjour. Alors vous êtes vidéoblogueuse, vous parcourez le monde à la rencontre de personnalités et puis vous venez d'écrire un cahier d'exercices intitulé Le défi des 100 jours. En quoi ça consiste ? 100 jours pour accompagner tout le monde à vivre des changements. Changer de vie, c'est possible en 100 jours. Donc c'est un exercice par jour. Tous les jours, faire un petit pas vers une transformation de sa vie, que ça soit dans son travail, dans sa famille, au quotidien, dans son couple. Tout ça parce que je pense qu'on peut vivre une vie très épanouissante et qu'on est juste à l'aube de découvrir ce que l'humain est capable. On parle de technologie toujours, mais on est capable de choses extraordinaires. Et ça se passe petit à petit, petit pas par petit pas. Alors pourquoi 100 jours et pas 50 jours par exemple ? Parce qu'avec les deux amies américaines avec qui j'ai créé ce défi des 100 jours il y a 10 ans aux États-Unis, on avait lu pas mal de livres, on s'est rendu compte qu'un vrai changement au niveau cellulaire se passe au bout de 90 jours. C'est-à-dire que quand on commence à prendre l'habitude, jour après jour, de créer une intention, de créer sa vie, d'écouter son intuition, de visualiser ce qu'on souhaite, là ça devient quelque chose qui est concret et qui reste. Alors c'est un livre pour nous coacher en fait. Ouais, c'est une sorte de coaching. Après j'ai développé des vidéos aussi en plus pour accompagner au quotidien, mais c'est une sorte de coaching, de cahier d'exercice où on écrit tous les jours son intention du jour et surtout on écrit ce pourquoi on est reconnaissant et les gratitudes, les résultats de la journée. Des fois c'est des tout petits résultats, mais c'est à force de les noter qu'on va se rendre compte qu'on est en train de faire des pas. Et au bout de 100 jours, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit qu'on a créé plein de choses. Bien souvent on se plaint en fin de journée de ce qui n'a pas été et on oublie d'être reconnaissant pour ce sourire. Peut-être qu'on a reçu cet email, d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir de quoi dormir, d'être en bonne santé. Tout ça, on oublie. Et c'est ça qui crée beaucoup d'énergie et qui permet d'attirer à soi encore plus après. Et petit à petit d'avoir une vie qui a du sens, parce que je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que maintenant il est temps d'être suffisamment courageux pour vivre sa vie, pas la vie de ses parents, des études qu'on a faites ou de ce que nos amis souhaitent, mais ce qu'on sent à l'intérieur. Et pour ça, c'est une discipline, ça se pratique tous les jours, où consciemment on met en place des exercices. Et alors, quel type d'exercice est-ce que vous pouvez nous en dévoiler ? On parle beaucoup en ce moment de méditation, ça devient un sujet très très populaire, c'est-à-dire prendre du temps pour soi en début de journée, d'être en silence, de visualiser sa journée également, tels les sportifs le font. Ça peut être de créer un tableau de vision avec prendre plein de magazines et créer un collage. Après, tout dépend de ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on souhaite transformer dans sa vie. Mais si on a envie d'un couple, d'être en couple et que ça se passe, que ce soit un petit peu plus excitant, à ce moment-là, on va mettre des belles images romantiques, ressentir ça déjà à l'avance et on va attirer ça à soi.
Est-ce qu'une personne peut réellement changer 100 jours après avoir lu votre ouvrage? Vous avez des exemples autour de vous? Alors, pas seulement en lisant, mais en pratiquant, parce que c'est ça, c'est qu'on lit beaucoup de livres, mais maintenant il est temps de pratiquer, de mettre ça en place. Donc c'est pas seulement le lire, mais c'est ensuite le faire tous les jours, jour après jour. Et oui, les transformations, il y a des centaines de témoignages, il y a 25 000 personnes qui font le défi des 100 jours en francophonie en ce moment sur le site du défi des 100 jours. Voilà, puisqu'on peut aussi vous retrouver directement, on peut partager justement avec les autres les défis que l'on a fait. Voilà, on se fixe une intention sur 100 jours et ensuite on partage en vidéo bloguant ou en bloguant sur le site, accompagné de plein d'autres personnes, et tout ça c'est gratuit, c'est sur internet, et c'est comme ça qu'il y a 10 ans j'ai commencé sur YouTube à poster des vidéos, et 42 millions de vues plus tard, je suis là en Guadeloupe avec vous, c'est génial. C'est la première fois d'ailleurs que vous venez en Guadeloupe, vous serez donc ce soir au WTC de Jarry. Alors c'est une conférence atelier que vous proposez. Oui, c'est ça, en partage aussi d'expériences, parce qu'on vit tous des périodes qui sont difficiles, des hauts et des bas, et je pense qu'on a tous un savoir, une sagesse à partager entre nous. Donc dans cet esprit de bienveillance comme ça, il y a plein de belles choses qui vont être dites ce soir et partagées, dont sur mon propre parcours, mais aussi sur certains outils que j'ai appris à travers les différentes interviews que j'ai faites dans le monde. Et donc ça va être dit ce soir. Et le petit côté atelier, c'est parce qu'il va y avoir des exercices aussi. Donc j'encourage les gens à apporter un cahier pour commencer à écrire, parce qu'on est dans la pratique, on est dans le concret maintenant. C'est à partir de 20h donc ce soir au WTC, et on peut vous retrouver aussi sur votre blog. Sur le site, sur la télé-de-lilou.com, et sur le défi des 100 jours. Et ça, toutes les personnes qui souhaitent transformer leur vie, je vous encourage à regarder et à le faire. C'est très enrichissant, et on se connecte avec des Suisses, des Belges, des Français, dans le monde entier, et en Guadeloupe aussi. Il y a pas mal de Guadeloupéens qui le font. Merci Lilou Massé d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Donc je rappelle que vous avez notamment écrit le défi des 100 jours et que vous serez donc ce soir au WTC de Jarry. On va parler de sport maintenant, on va vous parler d'un jeune Guadeloupéen, Nicolas Olivin. Il a 16 ans et il est déjà entre autres 4 fois champion du monde de jet à bras. Hier, il s'est envolé pour Abu Dhabi pour tenter justement d'étoffer son palmarès. Éric Pommier l'a rencontré juste avant son départ. Passer entre les bouées, c'est vraiment de bonnes sensations, quoi. C'est vraiment très bien, quoi. En 2012, il n'a alors que 13 ans. Nicolas Olivin est inscrit à son premier championnat du monde de jet à bras aux États-Unis. Il confirme très tôt qu'il est bien de la trempe de ces champions d'exception. Il décroche ainsi son premier trophée. Âgé aujourd'hui de 16 ans, son palmarès est considérablement étoffé. Ce jeune Guadeloupéen est visiblement doué. Mon palmarès, donc je suis 4 fois champion du monde, 2 fois vice-champion du monde, 1 fois champion de la Guadeloupe, 2 fois champion de France et 1 fois champion d'Europe. Rien n'arrive par hasard. Nicolas Olivin sait que pour atteindre un tel niveau, il a fallu qu'il cravache avec une ligne de conduite à tenir impérativement. Mais comme il aime à dire, tous ces sacrifices payent aujourd'hui, mais il est conscient d'une certaine réalité dans ce milieu qui vous ramène très vite sur la terre ferme. On peut pas vraiment vivre du jet, le jet c'est un sport qui coûte vraiment cher. C'est vraiment très compliqué, donc on est toujours à la recherche de sponsors, d'une aide, car ça coûte très cher. Mais après oui, j'aimerais bien quand même devenir l'un des meilleurs au monde. Qu'importe, il enchaîne les compétitions et toujours au bout, une victoire et des titres honorifiques. Tout récemment, il a remporté 3 courses à Dubaï et 1 à Abu Dhabi. Hier, Nicolas Olivin est reparti à la conquête de nouvelles victoires, destination à nouveau Abu Dhabi. Nicolas Olivin veut aller le plus loin possible et devenir la nouvelle référence du jet mondial. Son père, ancien pilote de jet à bras, a eu le nez fin quand il a offert à son fils pour ses 12 ans sa première machine. La suite, vous la connaissez. Retenez bien le nom de ce jeune Guadeloupéen, expert de jet, pilote aguerri à la turbine affûtée. La concurrence internationale n'a qu'à bien se tenir. Et bien sûr, on croise les doigts pour lui. On en vient à vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous, mais il sera tout de même accompagné d'averses. Ce sera comme ça pour l'ensemble du département. Les températures, elles seront comprises entre 26 et 29 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site internet www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.